Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans cette nouvelle capsule de querelle. On est encore là, on va encore faire des critiques. On est toujours deux, je suis toujours accompagné de TN. Comment vas-tu, TN? Bah écoute, le cœur un peu lourd aujourd'hui puisque un auteur de notre enfance a disparu, Akira Toriyama. Mais en dehors de ça, tout va bien. Et je suis ravi de te retrouver pour un nouvel enregistrement, pour une capsule. J'avais envie de changer de nom. C'est vrai, mais la variété c'est bien, c'est la richesse de la langue aussi, ça me fait plaisir. Voilà, C'est donc... joli, une capsule. Et et, c'était un petit hommage à Toriyama, bien sûr. et- exactement. Et toi, la frite? Ah, ça, c'est un hommage à la piscine, parce qu'on s'est vu à la piscine ce week-end. Je me rappelle, on a fait un combat de frites tous les deux sur les matelas. Et c'était très sympa. Alors, oui, la frite. On a vu tous les deux un film que nous allons commenter à peu près à chaud, j'ai l'impression, parce que moi je l'ai vu aujourd'hui. Il est sorti sur la plateforme sur laquelle on l'attendait depuis un moment, qui est Amazon Prime. Et dans d'autres pays, il est sorti au cinéma, par exemple en Belgique. Certains ont pu le voir au cinéma, mais malheureusement, je n'ai pu le voir que sur mon home cinéma. Donc j'ai de la chance d'avoir quand même un projecteur et de l'avoir vu en écran moyen, on va dire. Et on va s'intéresser au nouveau film de Michael Mann, Ferrari. Oui, Tadam! oui, non mais un nouveau film de Michael Mann, c'est forcément un événement, malheureusement pas au cinéma. Moi aussi, je suis en vidéoprojecteur. Il semblerait que je t'ai converti après toutes ces années. Exactement. Mais c'est pas la même chose. Et c'est peut-être dommage, étant donné aussi les choix stylistiques de réalisation qu'a fait Michael Mann pour ce film. Mais son dernier film, c'était Hacker. Et là, je suis en train de bugger parce que je me souviens pas quand c'était sorti, mais ça date pas d'hier. Je crois que ça faisait au moins 7. 2015, non? Je vérifie. Je dirais que ça fait 9 ans. Ouais. C'était 2015, tout à fait, tu as raison. Donc c'est une longue absence. Alors il y a eu la série Tokyo Vice que j'ai pas encore vue en intégralité, mais qui fait partie de mon programme prochainement. Et on attendait ce film qui a été, pensait-on, avorté avec la sortie d'un autre film sur Ferrari et Le Mans, je crois, que je n'ai pas vu, et qui était produit par Michael Mann. Donc on pensait peut-être que ça avait été recyclé dans un autre projet. Et finalement, ce film arrive, et oui, bah, un événement. Alors il y a le moment où on doit faire un peu le pitch, parce que Ferrari, est-ce que c'est vraiment un biopic, ce film? On se posait la question en préambule, est-ce que ça va vraiment faire l'événement? Est-ce que d'un coup, ça va fleurir sur YouTube, par exemple, de critiques sur le film, etc., puisque ça a déjà eu lieu sur une période. Je ne sais pas. Et pour la question du biopic, évidemment, ce n'est pas un biopic. C'est quelque chose qui est plus intéressant qu'un biopic, que certains appellent antibiopic, mais je ne trouve pas que ce soit un antibiopic. Mais par contre, c'est attaquer la vie de quelqu'un par le biais d'un moment précis dans sa vie, une période courte. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus dans les films qui retracent la vie des personnes. Ça reprend un peu le principe du film qui avait été fait sur le fondateur d'Apple. Là, c'était 3 événements de la vie de Steve Jobs qui nous montraient un petit peu sa personnalité et son évolution ou non, etc. Effectivement, là, dans ce film, on se focalise sur une année, je crois que c'est 1957, voilà. Mhm. C'est sur cette année-là où il y a une conjonction de phénomènes. D'abord, Ferrari, à l'époque, n'a que 10 ans. 10 ans, Ferrari, la société Ferrari n'a Oui, que 10 ans. oui, oui, la société, oui. Lui, c'est déjà un homme, un middle-aged man. Voilà, il doit avoir la quarantaine déjà. Sa femme et lui ont vécu une tragédie, la perte d'un enfant. Et à l'époque, il vit une double vie avec une autre femme avec laquelle il a eu un autre enfant. Donc c'est totalement caché, c'est un grand secret.
Et cela arrive en même temps que des difficultés financières pour l'entreprise, puisque à l'époque en particulier, même si c'est toujours le cas, Ferrari produit peu de voitures, forcément il y a peu de clients et c'est de l'orfèvrerie un petit peu. Mais la société est dans des grandes difficultés financières et Ferrari cherche des solutions à ces problèmes-là. Et il y a un enjeu qui se dessine assez rapidement. C'est une grande course au travers l'Italie qui s'appelle les Mille et Miglia. Donc 1000 miles à parcourir en rond en Italie. Compétition dans laquelle il est en compétition avec ses concurrents à ce moment-là. Maserati. C'est Maserati, voilà, qui est une autre société aussi qui prolifère. Alors on sait que la société Ferrari n'a pas périclité, on sait que les voitures Ferrari sont admirées et qu'elles font l'objet de grandes convoitises. Mais pourquoi finalement on s'arrête sur cette année-là? Que veut nous dire Mann dans ce film? On va essayer d'y réfléchir, mais je vais t'interroger comme je le fais souvent ici. Élève Ed Wood. Car nous n'avons pas échangé avant sur notre sentiment sur le film. Ed Wood, tu as vu donc Ferrari de Michael Mann et je te demande qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je l'ai vu aujourd'hui, une première fois. J'ai été désarçonné. Et une deuxième fois pour mieux comprendre pourquoi j'ai été désarçonné. Et toi, qu'en as-tu pensé? Alors, c'est pas une réponse, mais au moins on sait que ça t'a pas indisposé au point de ne pas vouloir le revoir. Bah, j'ai été un peu désarçonné aussi. Peut-être même qu'on pourrait dire que j'ai été désarticulé en l'air. Parce que c'est un pur film de Michael Mann. Et j'aime beaucoup son style et j'aime beaucoup ses préoccupations. Et ça résonne avec ma propre existence parfois. Ces hommes solitaires qui essayent de s'investir dans leur travail, qui ont des difficultés dans leur vie personnelle et qui essayent de tout faire fonctionner sans avoir forcément le total contrôle. C'est-à-dire qu'ils veulent le contrôle, mais ils ne l'ont pas forcément sur ce qui leur arrive. Et ça m'a beaucoup intéressé. Maintenant, est-ce que le film m'a plu? C'est difficile à dire parce que il est... déjà, c'est un film, c'est un peu raide. Il y a un certain nombre d'événements assez terribles. Et on n'est pas du tout dans un film... parce qu'on a parlé dans le pitch d'une course. Mais en fait, l'enjeu du film, ça n'est pas la course. Ça n'est pas ça. On n'est pas dans un suspense de l'issue de la course. Comme tu le disais en préambule, on sait que Ferrari existe toujours. Oui, ce qui n'empêche pas la course d'être passionnante en soi. Oui, mais il y a beaucoup d'enjeux qui est mis sur cette course. Et je peux pas le donner en quelques mots. Je peux pas te dire j'ai adoré, c'est un super film, il est dans mon top Michael Mann. Et en même temps, je crois que j'ai rien à dire contre le film. Bah, moi, j'ai juste dit désarçonné, mais je vais utiliser un autre mot en D. Ça m'a déplu, en fait. Et je pense qu'on va essayer ensemble. Je ne savais pas qu'on était sur la même longueur d'onde, mais je pense qu'on va décortiquer ensemble un petit peu le film pour voir. Pour moi, il y a tous les éléments qui m'ont plu dans d'autres films de Michael Mann, mais qui me paraissent grossiers, peu fins, et voire ridicules parfois. Et ça m'a complètement... C'est ça qui m'a désarçonné, et j'ai voulu revoir pourquoi ça me produisait cet effet sur moi. C'est un ton et un déroulement qui me fait penser à certains films du nouvel Hollywood avec où finalement le destin tragique est imbriqué dans le film et que ce à quoi on a été biberonné dans notre jeunesse, à savoir les happy end hollywoodiens, ça n'intéresse pas du tout Michael Mann dans ce film. Et il y a un côté insatisfaisant, mais qui pour moi n'est pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que ça ne va pas juste m'envoyer qu'est-ce qu'on dit là sur les téléphones, tu sais, on reçoit des
des signaux positifs qui nous motivent et qui nous poussent à scroller sur les applications de réseaux sociaux. Ben là, lui, il nous envoie rien de ça. Enfin, il nous envoie des bribes, il nous dit ah ok, ah c'est un spectacle, et puis finalement il nous dit ah ouais non mais en fait non, c'est pas ça. Et ça m'a passionné d'une certaine manière, mais ça n'est pas un film satisfaisant. En fait, comme je disais tout à l'heure, je retrouve vraiment les figures qu'on peut apprécier dans d'autres films de Mann. Par exemple, bah, tout simplement le protagoniste principal, Ferrari, qui est vraiment le prototype de ce qu'on peut trouver dans les films précédents de ce réalisateur. Alors, j'ai pas vu tous les films de Michael Mann, mais j'ai vu les plus connus en tout cas. On en avait vu, on en avait vu quand même pas mal pour faire un spécial Mann. Je crois qu'on les a presque tous vus quand on a fait ce live pour parler de Michael Mann. J'ai pas vu Hacker par exemple, et j'ai pas vu son précédent. Public Enemies. Oui, voilà. Donc je sais pas ce qu'il en est dans ces films-là, et s'il opère pas un virage, vu que ce sont les films qui sont directement précédents. Je te confirme que ces deux films sont dans la thématique Michael Mann de l'homme solitaire et de sa vocation et de... L'homme qui a un métier et qui le fait super bien, et qui se coupe du reste du monde pour rester dans cette extase du savoir-faire et de la chose que lui maîtrise. Donc on retrouve tout ça. Mais en fait, ce qui m'a perdu, c'est le changement géographique qui s'opère dans ce film par rapport à ses films précédents. La plupart des films que j'ai vus de Michael Mann, ce sont des films très urbains. La ville, en général, est un personnage à part entière de ces films qui permet à la fois de symboliser le personnage perdu dans l'immensité, qui permet de rester anonyme dans la foule. On va dire ça comme ça. Et là, en fait, on retrouve rien de ça, puisque ça se passe en Europe, plus particulièrement en Italie, et dans un village qui est Modène, enfin une ville qui est Modène, mais qui fonctionne justement comme un village. C'est-à-dire tout le monde se connaît, les histoires de tout le monde sont connues par tout le monde. Quelqu'un arrive en ville, c'est immédiatement vu à la gare par des individus qui vont rapporter ça. Il y a les journalistes qui sont omniprésents. Dans une même famille, les secrets de famille sont sus par les uns, pas par les autres. En fait, il y a quelque chose de très latin dans la ville dans laquelle se trouve le héros qui annihile le personnage. Et ça m'a complètement bloqué, en fait. Et ça, c'est renforcé par on change de ville par rapport aux autres films, mais on ne change pas la langue. Et ça m'a troublé aussi. Alors, je sais que c'est un faux débat de dire c'est une fiction, donc on peut faire parler les personnages dans la langue qu'on veut, mais là, ça m'a particulièrement gêné que personne ne parle italien, en fait. J'ai été un petit peu déstabilisé, on va dire, pendant les premières minutes, et puis c'est quelque chose qu'on oublie assez rapidement, même s'il y a une particularité, c'est qu'il y a certains comédiens qui parlent... anglais avec leur voix et leur accent normal, et que certains acteurs comme Adam Driver font un accent plutôt italien, et je dois dire pas si mal, mais qui finalement, bon, il y a peut-être un manque de continuité sur ce point de vue-là, mais j'ai assez rapidement décidé de m'en moquer, de le laisser derrière moi, parce que j'étais trop intéressé par ce qui se passait dans le film. Qui a un dispositif aussi qui est un retour en arrière pour Michael Mann, puisque dans tous ses films depuis, je pense, Collatéral, il tournait avec une qualité vidéo très vidéo. C'est-à-dire que ce n'était pas les mêmes caméras cinéma que l'on a aujourd'hui.
Et il y avait un effet vidéo, mais on sentait aussi qu'il tournait avec des caméras légères qui pouvaient emporter n'importe où. Et même quand il filmait en basse lumière, à ce moment-là, on voyait le bruit vidéo, etc. Chose qui me déplaisait pas mal et qui, en même temps, donnait un ton et un style qui était vraiment très bon. Je pense notamment à Collateral. Le film où vraiment ça m'avait déplu, c'était Public Enemies, où on voyait finalement des gangsters. Alors, je sais plus si c'est les années 20, l'époque de Dillinger, mais il y avait vraiment un côté antinomique entre l'image qu'on voyait qui ressemblait à de la télévision et les mecs avec leurs beaux chapeaux et leurs beaux costumes dans des décors d'époque. Donc il avait, mais dans Deux flics à Miami, dans Collateral, dans Hacker, ça fonctionne très très bien. Et là, dans Ferrari, il revient à un style cinéma tel qu'on l'entend, avec une photographie, avec un cadrage, avec une mise en scène très alors posée, même s'il y a des scènes vraiment en mouvement, notamment Mm. quand on filme les voitures. Et ce dispositif porté sur le nord de l'Italie, une région que je connais bien parce que j'habitais très près de Modène pendant longtemps, où il a su saisir le climat, l'ambiance. C'est-à-dire que les gens ne parlent pas vraiment italien, mais on est en Italie. On est avec ces gens. Et l'ambiance dans le village, dans la ville, je l'ai vécu dans des petits villages que je connais bien, comme Pecetto ou Moncalieri, ou des trucs comme ça. Il y a vraiment cette atmosphère-là, et je trouve que c'est très bien fait. Et dans ce cadre-là, que ce soit Adam Driver ou Penelope Cruz, ils s'inscrivent très bien. Et même individuellement, ils ne feraient pas illusion en Italie, mais dans la façon de mettre en scène et d'éclairer et de saisir ces décors, il y a quelque chose de l'ambiance de l'Italie qui est, je trouve, très bien restitué. Et tout ce dispositif que Mann a mis en place, je pense qu'il a dû passer très longtemps en Italie pour réussir à obtenir ça, ou alors il a été formidablement secondé sur place par des gens qui connaissent par cœur l'Italie. Et ça, je trouve que c'est une grande réussite du film à mettre à son crédit. Mais alors on va pas spoiler, hein, bien sûr, de suite, mais bientôt, on va devoir rentrer un petit peu dans le cœur de l'histoire. Dans les films de Michael Mann, et là où je pense que celui-ci devient un petit peu, pas déplaisant, c'est trop fort, je trouve, pour moi, mais c'est pas plaisant. C'est que on n'est pas sur un début, un milieu et une fin avec un payoff sur une action, etc., mais plutôt sur une situation de crise qui s'arrête à la fin du film. On peut pas dire que ça se termine, mais qui s'arrête euh, en n'ayant pas forcément... Finalement, il y a des conflits et des problèmes qui ont explosé, qui sont en plein jour, mais finalement, la vie va pouvoir continuer avec ces problèmes, même si ce sont des blessures pour tous les personnages. Alors, je vais revenir sur l'image, parce que tu parlais de ces beaux paysages, de la manière dont la ville elle-même est filmée et retranscrit bien l'ambiance de Modène de Modène, etc. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est la différence de traitement entre certaines images et puis d'autres. Le film commence par exemple sur des images d'archives. Enfin, comme si c'était des images d'archives. J'ai pas très bien capté en fait si c'était des images d'archives sur lesquelles on avait incrusté le visage d'Adam Driver ou si ça avait tout été reproduit. Et il y a une différence à chaque fois qu'il y a un effet, un effet spécial, c'est plus du tout, l'image n'est plus traitée pareil. Et tout sonne faux pour moi dès qu'il y a des effets spéciaux. C'est très mal intégré et ça me sort autant que, on parlait tout à l'heure de la langue, ça me sort à chaque fois de l'image. Je sais pas si tu as eu ce sentiment-là. Les effets spéciaux sont pas toujours optimum, ça c'est certain. Ça m'a pas dérangé plus que ça, d'autant plus que
les scènes qui convoquent le plus d'effets spéciaux sont assez sidérantes et que l'effet de sidération m'a scotché au-delà des défauts. Bah, moi, ça m'a sorti de la sidération. En fait, ça m'a pas même permis d'entrer dans une sidération. J'ai trouvé ça quasi comique, en fait, la manière dont sont traités les corps qui sont éjectés des véhicules, par exemple. Et à chaque fois... Non, mais il y a un petit côté... je sais pas comment... je réfléchis tout en parlant parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris à la vision. Première vision, deuxième vision, je revois et je me dis, mais pourquoi Michael Mann fait ça? Il a un plan d'entrée et un plan de sortie qui sont super. C'est le plan de sortie, sur le dernier accident, c'est le regard des personnes qui voient l'accident venir. Ça, c'est le plan d'entrée. Et après, tu as le plan de sortie. Tu vois le résultat qui est advenu avec ce choc. Et je me dis, mais pourquoi il a montré alors que c'est mal montré techniquement, ça fait bizarre. Il y a quelque chose qui heurte l'œil. Et on a assisté à des accidents. Alors, c'était pas à la même époque, mais on a vu des accidents de Formule 1 et le rendu n'est pas du tout pareil. C'est pas aussi spectaculaire, en fait, un accident. Voilà, donc à partir de maintenant, les chiens sont lâchés. Nous pouvons spoiler le film. Puisque, bon, tu as déjà parlé d'accidents, mais enfin, bon, film de voiture, accident, etc. Il y a plusieurs accidents dans le film. Le premier, personnellement, je l'ai trouvé extrêmement réaliste, extrêmement choquant. Puisqu'il y a un pilote qui se tue pendant une session d'essai à cause d'une défaillance mécanique de sa boîte de vitesse qui l'empêche de maîtriser sa vitesse dans un virage. Il est projeté en l'air et il retombe, probablement qu'il était déjà mort parce que la violence de l'éjection l'a désarticulé complètement. Et puis il y a un accident et qui est un fait historique lors de la course des 1000 et 1000 qui... si ça arrivait en France aujourd'hui, je pense que ça ferait la une de l'actualité pendant des mois. C'est-à-dire que c'est un accident absolument terrible où il y a des spectateurs qui sont tués. Et je pense d'ailleurs que c'est un film qui va décevoir à 100% une certaine catégorie de personnes. Ce sont les gens qui adorent Ferrari, qui rêvent d'en posséder une et qui regardent ce film en disant « Waouh, on va voir comment c'est beau Ferrari !» Parce que ça nous montre quand même un milieu... très dur, très froid, où la mort est présente en permanence pour les pilotes. À chaque fois qu'ils montent dans une voiture pour faire une course, c'est d'ailleurs ce que leur demande Ferrari, c'est d'être prêts à se tuer dans la course. S'ils ont peur de mourir, il ne les veut plus dans son équipe. Ce qu'on voit de l'entreprise, c'est une entreprise qui a des difficultés financières, qui est prête à tout pour réussir à ses fins. Quand le premier pilote se tue, Ferrari dit simplement à celui qui venait postuler et à qui il avait dit « j'ai pas besoin de vous », au moment où il voit le cadavre de son pilote tomber par terre, il se retourne pour lui dire « Bon, venez lundi ». Donc... Oui, mais moi, ça m'a gêné. En fait. Ça m'a fait penser à Starship Troopers. Il y a ce même genre de scène où à chaque fois, il y a le protagoniste qui prend du galon parce que quelqu'un meurt et c'est fait dans la scène à chaque fois, genre quelqu'un se fait bouffer et puis maintenant vous êtes capitaine, maintenant vous êtes commandant, etc. Sauf que dans ce film-là, c'est pas parodique et je pense que c'est assez réaliste peut-être. En tout cas, c'est le choix de montrer Ferrari complètement obnubilé par ses objectifs et détaché de la gravité de ce qui peut se passer autour de lui. Oui, je suis d'accord avec toi, mais moi, la scène, moi, ne m'a pas sidéré à cause de son traitement, quoi. Enfin, de cet effet spécial qui est, à mon sens, raté. Et qui... pareil, sur cette scène-là, tu as un plan superbe sur sa veuve, sur sa soudaine veuve, qui se rend compte de ce qui se passe.
Et juste ça, tu comprends ce qui se passe. T'as pas besoin de montrer cet accident. J'ai écouté d'autres critiques et souvent on se pose cette question-là, mais personne n'a apporté la réponse de pourquoi ils filment quelque chose qu'on peut ellipser Ah ben, et, c'est un débat et, qu'on et a peut-être eu dans nos jeunes années. Je crois que c'est en 99 que le Soldat Ryan est sorti au cinéma. oui, 98 ou 99. Il y avait, en tout cas, moi j'ai eu des débats avec on n'a pas besoin de voir la violence du débarquement. hmm, Euh, ben, moi je suis partisan de voir les choses. Et je pense que je trouve ça bien pire d'avoir un Dolph Lundgren dans un film qui tue 50 personnes, mais dans lequel, dans le film, la violence, il tire une balle et le mec tombe loin, ou etc. Je pense que montrer la violence des choses permet de la ressentir. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi une école qui dit bah ça permet de s'habituer, de donc pas trop y être sensible, mais je pense quand même que la violence de ces accidents permet de démontrer le choc que ça va être. Alors que la conséquence seule, ou encore plus léger, entre guillemets, la réaction de la personne qui vit c'est je je suis pas toujours partisan de laisser place à l'imagination parce que justement on a oublié aujourd'hui ce que c'était que l'automobile dans ces années-là. Déjà, nous, on est des enfants des années 80. On l'a tous vécu, d'entendre quelqu'un qui s'était tué dans un accident de voiture. C'est quelque chose qui arrivait régulièrement. Et voilà, la voiture, c'est dangereux, ça l'est moins aujourd'hui, fort heureusement. Mais je trouve que justement, le montrer, ça permet de rappeler, oui, mais attendez, voilà de quoi on parle. Voilà exactement ce que c'est. Et moi, je suis assez partisan de le montrer. Et je n'ai pas trouvé que c'était si mal fait que ça. Parce que tu as des accidents qui sont pas spectaculaires du tout. Moi, j'ai eu des accidents absolument pas spectaculaires dans ma voiture. Mais il y a des accidents avec ce genre de véhicules qui étaient des fusées sur roues, qui étaient mal conçus de point de vue aérodynamique et qui justement s'envolaient, partaient dans tous les sens. Et avec la vitesse et la puissance dégagée, balayaient tout sur un passage. Et c'est pas que l'effet spécial, c'est aussi la mise en scène qui va jouer sur le ralenti, sur un montage. C'est ça qui m'a gêné aussi, c'est que la scène n'est pas montrée dans son intégralité et à vitesse normale. Elle est préparée par le capotage de la voiture qui est au ralenti. Après, on le voit voler dans les airs, c'est entrecoupé d'un plan de coupe. Je me souviens plus ce que c'est. Je pense que c'est peut-être Ferrari qui voit ce qui se passe. Et on revient et tout ce découpage fait que ça m'a paru trop spectaculaire en fait. Et de faire un spectacle de cet accident. Et ça m'a gêné. Et ça m'a gêné à toutes les reprises. Parce qu'à un moment, il y a un autre accident qui n'est pas mortel, mais qui est tout aussi, qui est filmé pareil de manière étrange. Et le dernier accident, comme je disais, où l'entrée en matière, je la trouve super. D'autant que c'est le climax du film avec le maximum d'effets de mise en scène. Peut-être l'effet de mise en scène qui est le plus visible quand on tombe dessus, bah, c'est l'effet, comment on dit, c'est le travelling compensé, le parallaxe. Quoi. Enfin, il est sur cette ligne droite et au fur et à mesure qu'il avance, l'image se déforme. Chose qu'on peut vivre quand on regarde effectivement une course à la télé aussi, ça peut arriver, cet effet parallaxe. Ça arrive souvent ou sur le Tour de France, avec les vues en hélicoptère, à chaque fois on a cet effet parallaxe sur le peloton et tout. Et donc il y a vraiment un accent qui est mis sur cet accident et le spectaculariser comme ça m'a gêné dans les trois cas en fait. Alors, je n'ai pas eu l'occasion ni la chance de discuter avec le réalisateur, mais Non, si mais je c'est devais vrai. faire une supposition
sur ce choix-là, justement, l'accident en début de film, l'accident pendant la course et l'accident final qui est un véritable carnage puisqu'on voit femmes, enfants, hommes qui assistent se faire massacrer par une voiture tout simplement qui les balaye et les écrabouille et les découpe, c'est que justement, il prépare son effet. Et alors, peut-être que je suis extrêmement fragile comme spectateur, mais moi, je l'ai vécu d'une force extrêmement puissante. Ça m'a coupé la chic comme ça me coupe rarement la chic au cinéma, justement parce que dès le début du film, il crée cette tension avec cet accident qui a une part de grotesque parce qu'on voit ce corps désarticulé en l'air, que l'autre accident dans la course nous rappelle le danger qui existe et que on nous prépare telle une tragédie qui se met en place, l'accident final, pour impacter beaucoup plus et pour nous montrer que malgré ce drame absolument fantastique, la réaction de Ferrari, c'est de se dire ah ben finalement on va accuser mes voitures d'être responsables de l'accident et il n'est soulagé que quand on prouve que c'est un problème de la route qui fait que le pneu a explosé à pleine vitesse et que ça a créé l'accident. Et c'est pour aller dans le sens de ce personnage froid, concentré sur sa mission de capitaine d'industrie qui fait des super bagnoles. Et là, on revient au thème de Michael Mann, c'est que le remords n'existe pas. Il est complètement habité par ce qu'il fait. Et c'est dans sa vie privée qu'il perd le contrôle, mais finalement, il essaye de garder le contrôle et de faire que son château de cartes ne s'effondre pas, puisque il se dit, bon, ben voilà, ma femme apprend que j'ai un fils caché et que j'ai une maîtresse avec qui j'entretiens une relation continue. Bon, ben maintenant qu'elle a appris, il faut résoudre ce problème. Donc, je vais faire des concessions, je vais négocier avec elle, je vais m'organiser pour que, alors qu'elle est elle-même propriétaire de la société, parce qu'il a été contraint de faire un petit peu un micmac post-Deuxième Guerre mondiale pour garder son entreprise via sa femme, il va négocier avec elle pour que la société continue. Il va dire ok, je ne reconnaîtrai pas l'enfant tant que tu es en vie, etc. Ce qu'il a fait. Moi, je trouve que ça participe à la construction de son personnage. Alors évidemment, si toi, tu n'arrives pas à garder le contact avec le film à cause de l'effet spécial de la voiture qui s'envole dans l'accident de fin, je te l'accorde, c'est pas parfait. On a vu mieux. Ça va plus loin que ça, comme je t'ai dit, c'est pas simplement l'effet, c'est spectaculariser cet accident. C'est plus ça qui me gêne, parce que des films avec des effets spéciaux mauvais, j'en ai vu, et dès qu'ils m'ont plu, quoi. Et c'est pas le problème. Mais c'est vrai que ce sont aussi des petits éléments qui m'ont empêché de ma suspension d'incrédulité à plusieurs étapes dans le film, qui sont donc ce qu'on a dit tout à l'heure, le langage, les effets spéciaux et une mise en scène. Toi, tu disais classique tout à l'heure ou Bah, il y a en tout cas beaucoup de plans fixes, de panoramiques sur des paysages, il y a un peu de lenteur, c'est de solennité un petit peu dans les plans. À Ah, mais part les c'est scènes de voiture où effectivement là, on va trouver des plans aériens, des mouvements qui sont là pour nous, pour nous montrer cette course. D'ailleurs, peut-être on peut en parler quand même de la course, c'est que la réalisation de la course, je suis sûr que c'est blindé d'effets spéciaux qu'on n'a pas vus, mais les bruits de la mécanique des machines, etc., c'est assez formidable. Et moi, je retenais mon souffle. Parce qu'on se dit, mais dans ces, dans ces pièces, dans ces caisses en métal, ils vont se tuer. Et j'avais peur de l'accident en permanence. Et avec ça, il m'a attrapé. C'est-à-dire qu'on suit cette course et on se dit, enfin, c'est pas une course, c'est les gladiateurs, quoi. Oui, oui, là, j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'emporte dans la course, mais on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de suspense. C'est pas le suspense de la course qui nous emporte, puisque les enjeux
sont certes bien définis, mais les véhicules ne le sont pas tant. C'est-à-dire que moi, je sais jamais, alors, je m'y connais pas très bien en voiture, et j'ai jamais trop suivi les courses automobiles, de temps en temps le dimanche, mais je reste pas tout le circuit à regarder. Mais là, en fait, je sais jamais qui est devant qui. Toutes les voitures sont de la même couleur. Tous les pilotes se ressemblent, pas physiquement, mais dans leur tenue, parce Oui. ils ont la même tenue, les mêmes lunettes, les mêmes casques, ils ont les voitures toutes rouges. Alors, Alors, c'est le moment de c'est sortir une astuce de querelle. Dans les vas-y. courses automobiles, les voitures sont numérotées. Et ça permet de reconnaître qui fait quoi. Ah, mais c'est pas bête. C'est moins facile que Non, les mais, couleurs, je le comprends. mais, mais une fois que tu as non, mais repéré qui a quel numéro, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas hyper facile à suivre. oui, mais après, c'est une volonté ou pas du réalisateur de te faire une course lisible à suspense ou une espèce de tension autre que la course que tu as bien décrite. Ils sont tous dans la même galère, en fait. Hmm. Et que nous, on n'est plus là à se dire qui va gagner devant qui, mais qui va mourir avant qui, en fait. Et c'est ça qui crée la tension. Et c'est là où le film m'a chopé à la fin et où j'ai eu envie de le revoir pour vérifier ce qui m'avait gêné. Et la course est aussi un pôle de l'histoire, mais l'autre pôle qui m'a intéressé, c'est quand même cette histoire de cloisonnement familial qui est au cœur du récit, finalement, qui est plus l'histoire qu'on nous raconte. Cet homme qui a une maîtresse avec un enfant et une femme avec un enfant mort. Et ça, cette partie-là m'a beaucoup plus intéressé que les courses. Alors c'est pour ça que j'ai trouvé que ça s'éternisait un peu sur ça, quoi. Y compris sur les accidents, etc. J'ai ma maîtresse que j'aime, mais il y a quand même un fils que j'ai pas reconnu et elle a envie d'assurer le futur de son fils et j'en fais partie, donc il va falloir que j'agisse. Il y a ma femme qui est consciente que j'ai des aventures, mais qui en revanche ne sait pas que j'ai un enfant et qui, ceci, elle l'apprend. C'est elle qui est propriétaire de la boîte. Et la seule façon de sauver ma boîte, c'est de me faire racheter par un grand groupe, ou en tout cas que eux prennent des parts dans l'entreprise. Mais comme c'est ma femme qui est l'actionnaire majoritaire, voire l'unique propriétaire de l'entreprise, il faut qu'elle soit d'accord, etc. Et en même temps, j'ai pas envie que ce soit Ford qui rachète, donc je vais faire croire que c'est Ford qui rachète pour que Agnelli de la Fiat vienne en disant non mais tu vas pas laisser partir Ferrari aux États-Unis et donc nous on va racheter. Il va dire ah je sais pas, alors qu'en fait c'est ce dont il a envie depuis le début. Et voilà, il y a ce type qui essaye de tout manipuler sans y arriver totalement et qui là-dedans, ben, quand il y a l'accident tragique dans la dernière partie de la course, voilà, lui, sa préoccupation, c'est et merde, si on dit que mes voitures tuent des gens, ah bah là, c'est foutu, quoi. Et donc, ah non, c'est la route. Ah, il y a eu 15 morts, mais c'est bon, quoi. Je faisais remarquer que, alors, selon moi, ce qu'il faut dire selon moi dans les critiques, beaucoup d'effets de mise en scène sont assez grossiers. Ça commence dès le début. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, il y a des fondus enchaînés entre les paysages et un paysage de colline qui devient un corps de femme. Il y a plein de choses clichés comme ça dans le film. Il y a des choses qu'on a déjà vues ailleurs dans Le Parrain. Ah tiens, je vais tout éclairer en hyper contrasté dans des milieux sombres pour faire penser à des tableaux italiens du Caravage. Il y a plein de choses assez lourdes, je trouve. Des, euh, des, euh, des objets qui représentent pas. L'enfant illégitime est représenté par une voiture, est caractérisé par une voiture avec laquelle il joue. Un des premiers plans du film, c'est Ferrari qui lui remet le drap. En fait, il est chez sa maîtresse et il doit rentrer à l'aube parce qu'il a une heure à laquelle il doit être à la maison. On voit se poser sur une étagère la voiture jaune avec laquelle l'enfant joue. Et c'est cette même voiture qui va faire comprendre
à sa femme qu'il a un enfant caché. Et cette même voiture, on va la retrouver aux 2 tiers du film dans le bureau de sa femme, ce qui montre qu'elle a inclus cette information et que ça ne va rien changer, comme tu disais, à la fin. Donc tout ça, je trouve c'est un peu lourdeau. Et à contrario, je trouve que tout ce qui est relation entre sa femme et sa maîtresse, tout ça, c'est plus finement fait. Il y a des plans super découpés sur les courses ou sur le pilotage. Donc le pilotage, c'est hyper cut. Il y a plein de petits plans qui succèdent, boîte de vitesse, aux roues qui vrombrient, des travelling sur la route, etc., accélération, machin. Et c'est beaucoup plus posé dans les rapports humains. Et j'ai trouvé que la mise en scène était beaucoup plus élégante et finalement, j'aurais pu me passer de tout l'effet course, d'autant qu'il n'y a pas de suspense, comme on l'a dit. Pour moi, ce sont des longueurs. Comme tu l'as dit. Oui, non, on a dit qu'il n'y a pas de suspense sur l'issue de la course. Par contre, il y a du suspense sur ce qui se passe dans cette course. Ben, moi, j'ai vécu du suspense, parce que personnellement, je pensais que j'ai été fourvoyé. Je pensais que il allait nous montrer comment est-ce que quand ce jeune pilote qui l'a rejoint gagne la course, il a pu relancer son truc et tout, parce que c'est un schéma classique de film hollywoodien. Et effectivement, il en sort complètement et ça, c'est intéressant. Et moi, j'aimerais te parler, en termes de mise en scène, d'une scène qui lie les deux mondes. Et si tu te souviens, il y a Maserati qui vient faire des essais sur le même circuit où Ferrari fait ses essais. Et il y a une scène parallèle de ces essais de Maserati et la messe qui se tient dans l'église. Et à ce moment-là, ils entendent le démarrage de la course. Et tous les gens qui sont nombreux à travailler pour Ferrari ou autour de Ferrari ou qui s'intéressent à Ferrari ont tous un chronomètre dans leur poche pour savoir si Maserati va faire un meilleur temps sur ce circuit que Ferrari, ce qui serait une très mauvaise nouvelle. Et donc, on n'écoute pas du tout ce que dit le curé. Il y a cette scène-là de tension sur tous les gens qui regardent leur chronomètre, et ça, c'est plutôt, je trouve, très bien mis en scène, parce que dans les premiers instants, on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Et puis, on comprend que, ah oui, il y a ça. Ah, t'as compris tout de suite, toi. Mais tu dis que c'est élégant. Enfin, c'est encore c'est hyper appuyé, quoi. Parce qu'il le fait sur un personnage qui regarde sa montre, un deuxième qui regarde son chronomètre, un troisième qui regarde son chronomètre. C'est surappuyé, justement. C'est pas une des scènes que je qualifierais d'élégante. Parce que Michael Mann pense aux gens cons comme moi qui ont besoin qu'on leur explique bien. Mais non. Non, en fait, il y a tout un jeu sur quand les personnages sont en désaccord, ils sont plus dans le même plan dans les dialogues. Ils sont en chant contre chant ou encore plus subtil, vu dans un miroir avec la mise au point qui change. Et ils sont séparés par quelque chose. Et quand ils sont à nouveau sur le point de renouer, ça se passe dans les deux cas. À un moment, il renoue aussi avec sa femme. Il y a cette scène où il passe un accord financier et il y a une excitation sexuelle qui naît de cette confrontation. Et à ce moment-là, il y a le personnage, c'est Laura, la femme, qui revient dans le plan. Et ils sont face à face dans le plan en duel et il y a une confrontation et après ils sont à nouveau dans les plans. Il y a une scène de sexe et après ils sont dans le lit et ils sont tous les deux côte à côte et ils sont à nouveau dans le même plan. Et quand à nouveau ils se déchirent, il y a des jeux de chant contre chant et de séparation du plan par quelque chose. Et de même avec sa maîtresse. Ça, j'ai trouvé
cette approche du couple plus intéressante que les courses en elles-mêmes, en fait, qui sont assez classiques dans le montage, comme je t'ai dit, hyper cut. On a déjà vu ça ailleurs, quoi. Alors, c'est certes techniquement super bien fait, mais ça m'a pas tant impressionné que ça. Bien, écoute, je pense que nous devons essayer de trouver une forme de conclusion à cette critique, ce qui n'est pas chose évidente. Donc, on a un système de classification fruitier. Et donc, si on doit y faire référence maintenant, est-ce que tu te sens capable de donner une note sur 5 fraises à ce film? J'y réfléchis jamais avant. Il faudrait quand même qu'on arrive avec le nombre de fraises avant. C'est délicat, c'est délicat. Toi, tu l'as ton nombre de fraises, bah dis-le alors. Ben, moi, j'ai beaucoup hésité parce que je trouve de grande qualité à ce film. Je trouve qu'il est assez intelligent. Moi, je trouve que ce que tu dis de la mise en scène, peut-être un petit peu trop appuyé, moi, je trouve que c'est assez virtuose et certes classique, mais de la belle ouvrage classique comme je n'en vois plus beaucoup. Donc, j'ai eu du plaisir. Un plaisir peut-être plus intellectuel que sensoriel en regardant ce film. Et donc, j'ai hésité. Je vais mettre 3 fraises, ce qui reste une bonne note chez moi. Mais pour le 3,5, peut-être que... ah oui, et non, tu sais quoi? C'est 3,5. C'est 3,5. Allez hop. Comme ça me permet de mettre 3, moi. D'accord. Bon, bah, on est Ouais, assez d'accord finalement. mais pas pour les mêmes raisons. En fait, je suis content qu'il m'ait déplu. Parce que ça me fait poser des questions sur le film et sur un réalisateur qu'on suit habituellement, tu vois. Alors, je ne le suis pas de manière inconditionnelle, il n'est pas dans mon panthéon des cinéastes absolu, mais c'est quelqu'un qui est toujours intéressant et qui m'a parfois dérouté auparavant. Moi, c'était sur un film que toi, tu avais adoré, sur le lobby des cigarettiers. Ah oui, ah ben ça c'est son chef-d'œuvre en ce qui me concerne. Et le titre, c'est The Insider en anglais et en français, oui. c'est Révélation. Révélation, voilà. Non, mais là, en fait, j'ai aimé être interrogé par le film, en fait. Mais ça montre quand même un ennui pendant le film qui ne m'a pas emporté, puisque j'ai commencé déjà à réfléchir à tout ça pendant le film. Alors que j'aurais aimé avoir un premier effet qui se coule, qui est d'apprécier le film et ensuite d'y revenir. Là, c'est vrai que c'est une situation pas agréable, en fait. Mais néanmoins, je mettrais 3 parce que j'ai quand même préféré à Dune. Et Dune, j'avais mis 2,5. Et Bon, on va pas recommencer. non, mais il faut être cohérent dans les fraises, quoi. Bon, et bien écoute, sur ce, nous allons conclure. J'aimerais te remercier d'avoir partagé ton avis avec moi sur Ferrari. À chaud. Et À j'aimerais chaud, bien tout qu'on à ait fait à à froid, chaud. peut-être. Ne pas forcément sommer les gens d'aller voir, mais leur conseiller quand même d'aller voir ce que c'est, parce qu'à mon avis, c'est un film qui est intéressant. Et de revenir en commentaire, bien sûr, après avoir mis un like et bien sûr en ayant appuyé sur le bouton s'abonner et de nous rejoindre lors de notre prochaine vidéo. Alors, ciao Akira Toriyama, ciao Ed Wood et à la prochaine. Ciao. Ciao.